Proust et bonjour Jean-Luc Ducange. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Historien de la gauche, des traditions politiques du mouvement social, du mouvement ouvrier en France depuis le 19e siècle, Jean-Luc Ducange a fait sa thèse sur l'influence de la Révolution française dans le monde et connaît très bien les traditions politiques de ce bord-là aujourd'hui. Vous avez publié par exemple ce livre, La Révolution française et l'histoire du monde. Plus récemment, vous avez fait paraître une biographie de Jules Guesde aussi. Tout à fait. La voilà. Très grande figure du mouvement ouvrier, du socialisme français. On a vu, avec Gérard Bras, comment la notion de peuple avait été réinvestie par la Révolution française pour devenir, en quelque sorte, structurante de la politique moderne, de la politique contemporaine, puisque c'est le peuple qui est dépositaire désormais de la souveraineté. Ça, c'est un cadre qui n'a pas changé. Et si j'ai voulu vous interroger, c'est après avoir lu un article que vous avez rédigé pour la Revue du Crieur, le numéro 9 de la Revue du Crieur, paru il y a quelques mois, le voilà. Cet article pouvait paraître avoir un titre assez provocateur puisqu'il s'appelait carrément « Les adieux à la gauche » de Jean-Luc Mélenchon et paraissait énoncer une thèse tout à fait en phase avec le débat autour du populisme à ce moment-là, autour de ce retour au peuple dans le discours qui a été lancé par Jean-Luc Mélenchon et son mouvement en 2016-2017. Quand on lit l'article, on se rend compte que finalement vous développez en définitive une thèse qui est inverse de celle du titre. C'est-à-dire que, selon vous, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on revienne, cette référence au peuple qui est devenue centrale, qui constitue un choix stratégique, n'exclut pas de se situer dans les traditions de la gauche. Je voudrais vous demander ce que ça vous inspire en tant qu'historien des traditions de la gauche, ce retour au peuple dans le discours de France Insoumise d'un côté, et puis les accusations de populisme que ce retour au peuple a suscité. Ce qui est vrai, c'est que ce retour au peuple n'a rien d'exceptionnel ni de nouveau dans l'histoire de la gauche. À plusieurs reprises, on a pu observer un mouvement qui allait plutôt, disons, de la défense des ouvriers, du salariat, à plusieurs reprises, vers un mouvement qui considère qu'il faut dépasser cela et défendre plus généralement le peuple, avec effectivement une sorte de retour aux fondamentaux, retour de la Révolution française. Un exemple parmi d'autres, à l'occasion de la constitution du gouvernement du Front populaire en 1936, donc c'est Léon Blum, un socialiste qui devient président du Conseil, donc chef de gouvernement. C'est la première fois qu'un socialiste occupe cette position. Léon Blum est à ce moment-là en alliance avec les communistes, dirigés par Maurice Thorez. Et Maurice Thorez défend l'idée, suite à de nombreuses tractations, sous pression aussi de l'internationale communiste, je n'entrerai pas dans les détails, mais Thorez défend l'idée qu'il faut défendre les petits contre les gros, le peuple français contre les 200 familles, qui est un des grands slogans du Front populaire. Et là, à ce moment-là, il a plutôt tendance à abandonner la rhétorique plus classique de la lutte de classe qui avait marqué le Parti communiste jusqu'alors. On pourrait prendre d'autres exemples. Au XIXe siècle, dans le mouvement socialiste, notamment à la fin, vous avez ceux qui sont davantage dans la tradition et la lignée républicaine, qui ne dénient pas une spécificité au mouvement ouvrier, au monde ouvrier, mais qui vont avoir tendance à se situer dans le sillage de la Révolution française, comme Jean Jaurès, et ils reprennent ce vocabulaire de peuple tel qu'il a été forgé sous la Révolution. Et d'autres, effectivement, sont parfois plus réticents à employer ce terme de peuple, parce que le peuple, quel peuple? Le peuple, on peut dire, c'est un mot confusionniste. Ça regroupe toute une partie du peuple français, mais y compris dans ce cas-là les petits patrons, la petite bourgeoisie. Or, ce qu'il faut défendre avant tout, c'est la classe ouvrière, les intérêts spécifiques des ouvriers. Donc il y a une défiance par rapport au mot peuple, mais disons qu'autour de ce terme peuple, autour de cette délimitation, il y a eu de nombreux débats, de nombreux enjeux, mais ce n'est absolument pas la première fois que ça s'est posé. Deuxième temps, la question du clivage gauche-droite. Parce qu'un des enjeux du retour au peuple de Mélenchon, on dit populisme de gauche, en fait, l'accusation est relativement impropre, parce qu'un des enjeux de la présidentielle d'après Mélenchon, c'était de sortir du clivage gauche-droite, en ne se disant plus spécifiquement et prioritairement de gauche, car ces termes auraient été trop galvaudés. Cette ligne de clivage aurait été trop galvaudée. Ça serait lié au fait que le nom de gauche a été endossé trop souvent, récemment et avec trop de dégâts, par des gouvernements qui ont appliqué une autre politique. Et il y a l'idée derrière qu'on n'arrivera plus à faire voter les gens qui votaient pour la gauche parce qu'elle était censée être de gauche, encore pour des partis qui se disent de gauche, puisqu'ils ont vu le résultat. Exactement. L'idée est de sortir de ces lignes de clivage parce qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, qui n'est plus en phase avec les revendications historiques de la gauche. Alors toute la difficulté est de voir dans quelle mesure cette ligne peut être tenue sur le long terme. Je m'interrogeais dans l'article qui est rédigé maintenant il y a plus d'1 an sur cette question-là. On voit que Mélenchon oscille tout de même entre
dépasser le clivage gauche-droite et y revenir, je dirais stratégiquement par rapport à ce qui reste de la gauche, et puis aussi parce qu'il ne peut pas totalement se détacher de cette ligne de clivage qui a fait quand même, qui fait encore sens pour une partie des Français. Cette histoire, oui. Tout à fait. Mais bon, pour revenir quand même sur ça, ce qui est intéressant à mon avis, c'est que là encore, une partie du mouvement socialiste et pendant toute une partie de son histoire, le mouvement communiste, ils ne se sont pas nécessairement définis autour du clivage gauche-droite. Pour le dire simplement, gauche-droite, à l'origine, c'est plutôt une délimitation parlementaire entre ceux qui siègent à gauche et ceux qui siègent à droite et qui ne portent pas les mêmes valeurs, qui ne votent pas les mêmes choses, etc. Le mouvement ouvrier et le mouvement socialiste, lorsqu'ils se constituent dans la seconde moitié du XIXe siècle, je vais prendre un exemple très connu parce que c'est un cycle que tout le monde connaît encore, la CGT, la Confédération Générale du Travail, lorsqu'elles se font en 1895, les syndicalistes considèrent pas qu'ils sont à gauche, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est de défendre spécifiquement les intérêts des ouvriers, d'une fraction du salariat, les plus combatifs. Le clivage gauche-droite, c'est autre chose, c'est en dehors de nos intérêts. Aux périodes les plus dures, pendant la guerre froide, le Parti communiste français ne se dit pas de gauche ouvertement. Il y a des textes assez connus de Marcel Cachin qui dirige l'Humanité au début des années 50, et c'est le premier parti de France, et la première force de gauche à l'époque. Donc, première force de gauche au sens s'inscrivant dans une lignée, c'est là où ça devient un peu... Défend la question sociale. Qui défend la question, voilà, la ouais. question sociale, ouais. Mais des articles qui disent « nous ne sommes pas de gauche, on laisse ça ». Ça, c'est pour les sociodémocrates éventuellement s'ils veulent se repérer, mais ce n'est pas notre histoire. Et lorsqu'ils sont dans une perspective ensuite d'union avec les socialistes, pour aller dans une perspective donc de se faire élire sur un programme, là ça va être l'union de la gauche à partir de 1972, et depuis cette époque-là, PS et PC ont endossé, je dirais, définitivement, bon, vu qu'il y a maintenant aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais ce vocabulaire de la gauche, ce système d'identification que tout le monde croit automatique, socialiste et communiste, c'est la gauche. Bien sûr que globalement, historiquement, pendant des périodes cruciales, c'est tout à fait vrai, mais si on regarde de près les origines du 19e et certaines périodes d'extrême tension, que ce soit des luttes de classe, que ce soit des tensions au niveau international, eh bien on voit que ce clivage parfois peut être mis en veilleuse, voire disparaître, avant de revenir. Et c'est ça qui m'amuse, si je puis dire moi comme historien, c'est que Mélenchon lui-même est dans une oscillation, dans des circonstances historiques tout autres, mais qui sont à la fois une prise en considération de deux choses. Je dirais la première qui était son idée avec le populisme de gauche, c'est-à-dire que tout ça n'a plus grand sens pour grand monde, donc je ne l'emploie plus, et je ne veux plus me situer sur la gauche. Et d'un autre côté... La phraséologie de gauche, le signifiant gauche. Le signifiant, exactement. Ouais. Et d'un autre côté, y revenir, lorsque par exemple on s'adresse au-dessus du Parti socialiste, quand Emmanuel Morel quitte le Parti socialiste, évidemment, là on a vu plusieurs fois Mélenchon revenir sur ce référent de la gauche, du socialisme. On n'en a pas parlé, mais l'adjectif socialiste, qui lui collait à la peau depuis un certain nombre de décennies, puisqu'il avait été membre du Parti socialiste et que lui, justement, disait qu'il venait du socialisme historique. Ça aussi, pendant la présidentielle, il l'avait largement mis en veilleuse. Il faisait exprès de ne plus employer l'adjectif socialiste. Là encore, avant d'y revenir. Donc il y a des oscillations qui, à mon avis, comment dirais-je, correspondent à des hésitations, à des cultures tactiques aussi. À des nécessités tactiques, bien sûr, mais qui correspondent aussi à des empreintes différentes dans l'histoire de la gauche et des moments où, selon les périodes, on a plus ou moins mis en avant cela. Mais alors, ce clivage gauche-droite, il y a toujours eu des voix pour dire qu'il n'était plus opératoire, qu'il était nuisible, qu'il fallait passer à autre chose, et puis en fait, il est toujours là et il semble encore structurant. Au fait, d'où il vient? De quand ça date? Alors ce clivage gauche-droite, si on remonte aux origines, il vient de la Révolution française. C'était autour d'une question, au début de la Révolution française, est-ce qu'il fallait se positionner du côté du roi et de son droit de veto? C'est-à-dire qu'il y avait un débat, est-ce que le roi peut, à un moment donné, avoir la primauté sur la loi et poser un veto et empêcher toute loi passée par rapport à l'Assemblée. Donc il y avait une instance qui était supérieure au peuple, si je comprends bien, qui était le roi et qui pouvait court-circuiter des décisions de l'Assemblée. Absolument, et des députés ont fait le choix de s'asseoir à gauche, ceux qui étaient évidemment contre le roi, et ceux qui étaient à droite, qui étaient du côté du roi et de son droit de veto. Alors il y a une histoire plus profonde de la gauche et la droite. Là, le droit, c'est plutôt le côté légitime, dynastique, etc. Et le côté gauche, ça va devenir en quelque sorte le mouvement. Et après, au niveau du Parlement, tout au long du XIXe siècle, ceux qui se situent à gauche, dans une situation politique donnée, s'assoient à l'Assemblée plutôt à gauche, et ceux qui sont plutôt du côté de l'ordre, au sens large, sont plutôt à droite. Sachant que selon les périodes, certains sont à gauche, puis, entre guillemets, deviennent à droite. Je prendrai un exemple très connu au XIXe siècle. Le premier président de la République, qui est responsable de la répression de la Commune de Paris, Adolphe Thiers,
au début, quand il est jeune, sous la Restauration, donc il y a eu la restauration de la monarchie après la Révolution française de Napoléon, Thiers est un libéral. Et à ce moment-là, être libéral par rapport à la monarchie, c'est être à gauche. Mais donc gauche et droite, ce sont des lignes de clivage qui sont mouvantes selon les époques. C'est très important de le dire, car beaucoup de libéraux, dans la première moitié du XIXe siècle, étaient à gauche au Parlement, et ensuite vont devenir de plus en plus à droite, avec l'émergence notamment des socialistes du mouvement ouvrier. Et parmi les grandes lignes de clivage au XIXe siècle en France, comment va-t-on se reconnaître vraiment à gauche ou à droite au-delà des questions parlementaires, puisque là je parlais d'une position d'abord dans le Parlement, bien ça va être des grands thèmes, des grandes idées qui vont faire en sorte que les gens soient plutôt à gauche ou à droite. Un des grands clivages du 19e pendant longtemps, jusqu'à temps que la République s'affermisse, c'est évidemment le clivage République-monarchie. À cette époque-là, être républicain, c'est forcément être de gauche. Voire d'extrême gauche. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, c'est très intéressant de noter. Alors, bon, la République, c'est un peu le vocabulaire commun, je dirais, de quasiment la totalité de l'échiquier politique, puisque Jean-Luc Mélenchon se dit extrêmement républicain, mais en se situant justement dans une perspective plutôt de remonter à la République sociale du 19e. En 1848, on était très républicain, évidemment contre la monarchie qui venait de s'effondrer, mais aussi parce que la République, elle était porteuse d'une idée qui, d'une certaine manière, devait désormais aller plus loin et intégrer la question sociale. C'est le fameux prolongement du bleu-blanc-rouge. Alors, bleu-blanc-rouge, l'origine, c'est la monarchie au milieu et les couleurs de Paris à côté du blanc, bref. Et le rouge, qui va être la couleur des socialistes au XIXe siècle. À l'origine, c'était la couleur de la loi martiale, sous l'Ancien Régime, pour réprimer les mouvements, mais on prend ce drapeau rouge pour le détourner de son sens et pour le prendre dans le sens des révoltes. On le renverser, donc. Renverser complètement, absolument. Et donc on dit, voilà, la République, le blanc-blanc-rouge doit aller plus loin et on doit tirer de plus en plus cette République vers le rouge. Il y a différents filons dans la tradition historique, disons, du mouvement social, et le signifiant gauche en est un très important, si je comprends bien, très unifiant, très englobant à certains égards, mais qui peut aussi, dans certaines circonstances, finalement, se trouver, j'allais dire, usé jusqu'à la trame, hein, au terme de certaines phases historiques, comme ça a été le cas après le quinquennat de François Hollande. C'est ça, et ça peut même être jugé suspect. Si les syndicalistes à la fin du 19e, ou un certain nombre des plus à gauche, autour des socialistes, on parle de Jules Guesde par exemple, s'ils refusent cela, c'est parce que pour eux, gauche-droite, c'est s'inscrire dans le paysage républicain, s'inscrire dans le paysage de la politique classique. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est fonder un nouveau mouvement authentiquement autonome. Il faut que le monde ouvrier, le monde social qui est opprimé par la bourgeoisie, soit autonome dans sa pensée, dans ses structures. Donc se situer à gauche, c'est prendre le risque d'une certaine manière de s'allier avec des républicains, des gens comme Jaurès étant l'adversaire, si je puis dire, de ce type de démarche. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la manière dont s'organise le paysage politique dont nous sommes les héritiers à partir, disons, de la deuxième moitié du 19e siècle? Républicanisme, socialisme, marxisme. À quel moment est-ce que naissent les partis? Comment est-ce que ça se développe? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau là-dessus? Parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Oui, tout à fait. Alors, les socialistes s'organisent dans des petits groupes à partir de 1879-1880. Ils sont extrêmement divisés. Vous avez une tradition insurrectionnelle autour d'une grande figure comme Blanqui, par exemple, insurrectionnelle et très patriote en même temps. Vous avez une sensibilité qui va être plutôt autour du marxisme, de gens comme Jules Guesde-Lafargue, qui eux vont vouloir importer le marxisme d'Allemagne, c'est là donc qu'il a été créé avec Marx et Engels. Et le manifeste en 1848. Donc. Voilà, c'est ça. Le manifeste en 1848, on ne doit pas faire de projeter sur une autre époque parce que c'est un manifeste qui est alors très peu connu en France. Il est traduit dans les années 1880 en France. Seulement, première traduction française. Et il sera véritablement diffusé avec la création du Parti communiste après 1920. C'est un texte relativement confidentiel, hors des circuits militants, alors que ça deviendra ensuite évidemment des textes les plus célèbres au monde. Donc on est dans une situation où il n'y a pas encore le Parti communiste. Non, pas du tout, absolument. Donc pour le dire simplement, donc, dans le cadre d'une Troisième République qui s'affirme, vous avez des clivages entre républicains, donc les républicains plutôt autour de Jules Ferry, qu'on dit opportunistes, donc ceux qui vont mener la politique scolaire, ceux qui s'opposent, les républicains radicaux comme Clémenceau, qui eux sont notamment offensifs sur les questions coloniales, ils sont contre la politique coloniale de Jules Ferry, et en dehors de ces républicains-là, vous avez toute une série de groupes socialistes, très divisés entre eux, et ils vont progressivement se mettre d'accord autour de principes fondamentaux, et aboutir à la création donc, de ce qui est l'ancêtre direct du Parti socialiste en 1905, section française de l'Internationale ouvrière. La SFIO. SFIO, voilà. Et cette SFIO, pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce qu'à l'époque,
l'internationalisme, l'idée qu'il y avait une grande internationale regroupant les socialistes de toute l'Europe avec des sections dans différents pays, c'était l'idée qui primait d'une certaine manière. Donc là, en se disant section française de l'internationale ouvrière, on affirme clairement que le chemin, si je puis dire, de l'humanité passe par la solidarité entre les ouvriers et les socialistes, par-delà les frontières. Mais cette SFIO, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle regroupe la quasi-totalité des sensibilités socialistes qui auparavant n'étaient pas ensemble. C'est ça. Et la force, pour prendre un exemple le plus connu, la force de Jean Jaurès, et pourquoi il est resté finalement si important dans l'histoire, alors qu'il n'a jamais gouverné, il n'a jamais été ministre, il a joué toujours le rôle d'un opposant. Et pourtant, c'est quand même la figure la plus connue à gauche. Si vous comparez, je sais pas, à droite avec De Gaulle, bon, De Gaulle, c'est typiquement l'homme de pouvoir, président de la Ve République. Donc, pourquoi Jaurès est si important? C'est parce qu'il est celui qui a réalisé ce qu'on a appelé une synthèse. Alors, la synthèse jaurésienne, c'était l'idée qu'il fallait intégrer, par exemple, pleinement le républicanisme à la française, issu de la Révolution, mais que ce républicanisme ne se suffisait pas à lui-même, et qu'il fallait donc, par conséquent, intégrer en partie la tradition marxiste, parce que Jaurès, par exemple, envoie un vocabulaire pour décrire la situation politique de l'époque, très marquée par la lutte de classe. Donc c'est une sorte de synthèse entre ces différentes sensibilités aussi qui vient de la Commune de Paris. On parlait de Blanqui, donc une sensibilité aussi qui intègre l'idée d'insurrection, tout en respectant, du côté de Jaurès, les institutions parlementaires. Voilà, c'est vraiment l'idée d'une synthèse. Mais c'est ça qui rend aussi très précaire l'unité des socialistes. Et c'est pour ça que, jusqu'à nos jours, il y a aussi toute une tradition de bataille très dure en interne. C'est qu'il y a fondamentalement, au départ, c'est un compromis. À la pluralité du mouvement socialiste dès le départ. Exactement. Et le socialisme lui-même, d'où vient le mot d'où vient l'idée à partir du milieu du 19e siècle? Oui, alors pour rester au cas français, parce qu'il y a une histoire du terme socialiste dans tous les pays où ensuite il est apparu, mais pour parler de sa généralisation en France, c'est même avant la moitié du 19e siècle, puisque c'est Pierre Leroux, un théoricien socialiste, donc entre guillemets plutôt modéré, d'inspiration saint-simonienne, réformatrice, qui emploie l'adjectif socialiste au début des années 1830, on dit parfois 1832, mais enfin le terme se généralise dans ces années 1830, donc dans l'opposition à la monarchie de Juillet à l'époque, donc il y a encore un roi qui gouverne la France, et l'adjectif socialiste va vraiment devenir un adjectif politique pendant ces années-là, et surtout en 1848, avec l'émergence d'un groupe démocrate socialiste au Parlement, avec des figures comme Ledru Rollin, pour prendre des gens qui sont connus, parce qu'ils ont des noms de rue. Donc c'est une histoire qui est complètement indépendante de celle du marxisme au départ, hein, et sur laquelle vient se greffer le marxisme. Exactement. On le voit assez bien d'ailleurs dans ce très beau film qui s'appelle Le jeune Marx, comment Marx et son ami Engels, jeunes, à l'intérieur du mouvement socialiste, essaient d'opérer une rupture précisément en imposant une vision matérialiste, hein, beaucoup plus dure, en quelque sorte beaucoup plus radicale, dans un mouvement qui est dominé par une forme d'idéalisme crypto-chrétien ou explicitement chrétien d'ailleurs. Marx considérait effectivement que beaucoup de socialistes français étaient encore trop rattachés soit à des traditions effectivement idéalistes, soit considéraient d'une certaine manière qu'il fallait uniquement refaire la Révolution française. Parce qu'évidemment, c'est le pays des révolutions, la France. 1789, 1830, 1848, puis la Commune de Paris de 1871. Marx voit tout ça avec une sorte de grande admiration, mais pour lui, théoriquement et politiquement, les socialistes français, il a cette expression qui est assez forte, ils jouent toujours des grands souvenirs. Sous-entendu, à la fois ces grands souvenirs ont une base réelle, matérielle, qui est que la France a été moteur dans la Révolution, et en même temps, ils ne sont pas capables de prendre en compte un phénomène nouveau, qui est l'industrialisation, la montée du monde ouvrier, et que les nouvelles coordonnées sociales exigent en quelque sorte une nouvelle politique. Et il développe toute une réflexion sur la tradition révolutionnaire en disant que finalement c'est à la fois bien, parce que c'est stimulant cette tradition, elle fait qu'il y a des insurrections, des grèves qu'il n'y a pas forcément ailleurs, et en même temps c'est un poids, car les socialistes français sont un peu trop autosatisfaits d'eux-mêmes, et ils restent très attachés abstraitement par exemple à l'idée de république. C'est ça. Et on le voit bien, toujours dans le film de Raoul Peck, Le jeune Marx, il y a, de la part de Marx et de Engels, l'idée que les socialistes ont une vision beaucoup trop irénique des rapports entre classes sociales, sans saisir la conflictualité inhérente, justement, à la société entre des groupes dont les intérêts sont divergents. Absolument, parce que pour beaucoup de socialistes français, alors il faut bien le voir, à l'époque les étiquettes sont encore mouvantes, fluctuantes. Par exemple, entre socialistes et communistes, c'est pas du tout évident, les gens peuvent se réclamer des deux, donc il faut faire attention. Mais pour beaucoup de ces socialistes, malgré tout, il y a une ligne de clivage qui est fondamentale, c'est la ligne de clivage entre république et monarchie. C'est très important, alors que pour Marx, ce sont des choses
en tout cas au moment où il écrit ça, relativement secondaire. Alors, notamment Engels reviendra un petit peu en arrière là-dessus en disant que la question républicaine était plus importante que ce qu'ils avaient cru 20-30 ans plus tôt. Mais bon, Engels, pour le dire simplement, est mort 12 ans après Marx. Et il a connu l'évolution de la Troisième République, ce qui explique aussi qu'il est un peu, entre guillemets, rectifié le tir là-dessus. Alors, évidemment, Mélenchon, consciemment, n'utilise pas, n'est pas là à se dire « oui, je vais faire comme telle ou telle période », mais il est le produit, je crois, de plusieurs cultures historiques différentes, qu'il utilise d'ailleurs très habilement, tactiquement, selon les gens à qui il s'adresse, bien évidemment. Mais alors, si on revient précisément à ces deux figures que vous avez évoquées, Jules Guesde d'un côté, Jean Jaurès de l'autre, Jaurès, c'est la référence quasi obligée. Même Nicolas Sarkozy adore. De la gauche, c'est ça. Marine Le Pen, enfin tout le monde. On a vu des aberrations et des escroqueries politiques évidentes avec des tentatives de la part non seulement de Nicolas Sarkozy, mais même du Front National de s'approprier la figure de Jaurès. Pour quelqu'un comme Mélenchon, c'est également une figure absolument centrale à laquelle il se réfère toujours avec beaucoup de respect. On se souvient de l'épisode quand il est arrivé à l'Assemblée nationale après les dernières législatives. C'est ça, sa recherche du siège où Jaurès avait été assis. Il y a une forme de fétichisme finalement qui renvoie, alors cette fois-ci, à la tradition de la gauche au sens le plus large qu'on puisse considérer. La Fondation Jean Jaurès est aussi une sorte de think tank aujourd'hui. Guesde, de son côté, apparaît plus finalement comme le vilain petit canard, comme l'objet d'une légende noire, en tout cas, il a une mauvaise image. Absolument, Jules Guesde a une mauvaise image et pourtant il a au moins autant compté que Jean Jaurès dans la fondation du Parti socialiste en 1905. Pour le dire en quelques mots, bon, Jules Guesde, c'était le député de Roubaix, du Nord. C'est là où le Parti socialiste a eu très longtemps, jusqu'à une période récente, sa plus grosse fédération. C'est là où il avait une vraie implantation dans le monde ouvrier, ce qui était assez rare dans l'histoire du Parti socialiste. Donc Jules Guesde était une figure très importante. C'est vrai qu'il était un orateur exceptionnel comme Jean Jaurès, mais ce n'était pas un intellectuel, il n'avait pas la même production théorique. Et puis il a introduit un marxisme un peu vulgaire, on a souvent dit le marxisme vulgarisé de Guesde, c'est-à-dire vraiment la lutte de classe à tout bout de champ, la République finalement, tout ça, ce sont des questions subalternes, la laïcité on n'en parle pas, c'est détourner les intérêts des ouvriers, alors que Jaurès a évidemment beaucoup plus composé avec toutes ces questions-là. Sachant que Jaurès, c'est intéressant, parce que c'est un républicain colonialiste, proche de Jules Ferry, qui n'a pas du tout intégré la question sociale au départ, et qui, au contact notamment des grèves ouvrières dans sa circonscription, et aussi en lien avec des influences intellectuelles, c'est un normalien, il fréquente le bibliothécaire de l'école normale supérieure, un certain Lucien R qui va beaucoup le rapprocher aussi des idées socialistes. Bien, tout cela fait que lui va progressivement intégrer davantage la question sociale à sa réflexion politique, mais rester extrêmement républicain. D'ailleurs, le petit groupe qu'avait Jean-Luc Mélenchon dans le Parti socialiste pour la République sociale, son emblème, c'était la photo très célèbre de Jean Jaurès au Pré Saint-Gervais, une grande manifestation contre la guerre juste avant 1914, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, et donc le bleu et blanc en petit et le rouge en très gros, pour bien dire qu'on est républicain, on est national, français, mais on prolonge cela. Alors que Guesde, lui, a été un peu en dehors de toutes ces choses-là. Et en même temps, Guesde, pour se faire élire, savait très bien s'allier aussi avec d'autres fractions de la gauche. Par exemple, pour se faire élire la première fois député en 1893, il a bénéficié des voix des radicaux qui n'avaient pas présenté de candidat. Donc Guesde savait aussi jouer du clivage gauche-droite sans trop le dire. Mais si Guesde est quand même moins connu que Jaurès, il faut bien dire une chose, Guesde est mort quelques années après Jaurès et il a traversé toutes les épreuves que Jaurès n'a pas connues. On ne va pas reprocher à Jaurès d'être mort, il s'est fait assassiner le 31 juillet 14 à la sortie du journal L'Humanité. Mais Guesde a été ministre de l'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale. On ne sait pas ce qu'aurait fait Jaurès, mais enfin voilà, Guesde était là, donc il a été beaucoup discrédité par la gauche radicale qui lui reprochait d'avoir mené la guerre et d'avoir envoyé les ouvriers se faire tuer au combat. Et puis il n'a pas été du côté de la révolution russe. De la révolution russe de 1917, il n'a pas été du côté des bolcheviks. Donc après, il est resté un peu trop marxiste pour la mémoire socialiste et pas assez bolchevique pour la mémoire communiste. Donc il a un petit peu effectivement eu tendance à disparaître. Alors qu'il est une des incarnations du PS. Pour prendre un exemple d'un homme politique récent, je trouve qu'il avait eu des mots justes sur ça, même si c'était pour le dire méchamment. Vincent Peillon, en 2014, lors du centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès, il dit finalement, nous, notre problème à la gauche, c'est qu'on n'a pas appris à gouverner trop tôt, on a eu des boulets aux pieds, les révolutionnaires, l'extrême gauche, etc. Et il dit le problème originel du Parti socialiste, c'est l'alliance entre Jaurès et Guesde. C'est que Jaurès a accepté de fonder un parti avec Guesde, avec un marxiste, alors que, sous-entendu, si Jaurès n'avait pas fait ça, nous n'en serions pas là, on aurait eu une culture de respectabilité gouvernementale plus tôt.
Et c'est vrai que Jaurès, lui, a toujours considéré que des marxistes comme Gued avaient leur place au Parti socialiste. Puisqu'on parlait de tactique à propos de Mélenchon, Jaurès aussi sait très bien que pour gagner un congrès socialiste, c'est mieux d'avoir la plus grosse fédération du Nord. Enfin, il faut l'intégrer dans le dispositif. D'accord. On ne peut pas dire que Jaurès n'était pas marxiste. Non, bien sûr. Jaurès avait un vrai respect pour l'œuvre de Marx. Il y a une influence du marxisme sur sa pensée. Il pense notamment de plus en plus à partir de 1900, même à partir des années 1990, le monde social en termes de lutte de classe, par exemple. Donc, il pense que la théorie de la plus-value est une théorie utile pour comprendre le fonctionnement économique. Par contre, ce qui le différencie de certains marxistes, notamment de Gued, c'est la République. C'est l'idée que tout ça doit s'inscrire dans le socialisme républicain, dans des majorités, dans des alliances avec des républicains, alors que d'autres marxistes comme Gued pensent justement que l'autonomie de l'organisation socialiste par rapport aux autres éléments radicaux, aux autres éléments de la gauche, dirions-nous aujourd'hui, eh bien ça, ce sont des alliances dangereuses, si je puis dire. Donc la vraie différence, et c'est ça qui a beaucoup fait de débat dans l'histoire de la gauche française à plusieurs reprises, et on voit bien que ce n'est pas tout à fait réglé, c'est la question du rapport entre le socialisme, les forces de gauche, et la République. La République est-elle le début, aussi imparfaite soit-elle, de l'émancipation? Est-ce que les institutions républicaines, est-ce qu'un certain nombre de lois républicaines, c'est le début d'autre chose? C'est la perspective de Jaurès. C'est là où il finit par arriver. Alors que Gued, et d'une toute autre manière la CGT, parce que les deux se détestent pour des raisons liées à l'indépendance des syndicats et du parti, les autres considèrent qu'il y aura toujours une suspicion à l'égard du régime républicain. Aujourd'hui, il y a un discours républicain, un républicanisme dominant, me semble-t-il, qui laisse largement de côté cette question sociale. Ah oui, tout à fait. Si on prend par exemple Manuel Valls, qui a lui aussi des références historiques, même si ce n'est pas forcément toujours extrêmement fouillé, mais il avait sorti un ouvrage il y a quelques années, qui avait fait un petit peu du bruit, avant qu'il soit Premier ministre, mais il était déjà bien positionné dans le Parti socialiste. Il avait dit, voilà, entre guillemets, l'erreur des socialistes de la gauche historique, c'est d'avoir choisi Jaurès, Gued, plutôt que Clémenceau. Donc Clémenceau, pour rappel, qui était président du Conseil entre 1906 et 1908 notamment, avait réprimé les grèves. Il était surnommé par les syndicalistes briseur de grève. Clémenceau venait, à l'origine, de l'extrême gauche radicale, à la fin du 19e, quand il était opposé aux autres républicains. Mais il a avancé progressivement sa réflexion. Lui, il a choisi, par exemple, de ne pas être du tout du côté socialiste et de la question sociale, et est vraiment typiquement l'inventeur du républicanisme de gouvernement hors question sociale. Et ça, Valls avait dit, voilà, notre erreur, finalement, c'est de ne pas choisir Clémenceau plutôt que Jaurès. Et c'est un choix qui, d'une certaine manière, avait sa cohérence. Et donc c'est un républicanisme, finalement, qui n'a plus grand-chose de gauche, à partir du moment où on considère que ce qui définit la gauche, c'est l'importance de la question sociale. Absolument. Si on considère que la République doit être nécessairement liée à un projet social, et notamment à la question sociale au sens fort, la législation sur le travail à l'origine, mais aussi plus largement au projet révolutionnaire. On n'en a pas parlé, mais quand je disais qu'il y avait des républicains, entre guillemets, passés à droite, des républicains d'ordre au XIXe siècle, ceux qui intègrent la question sociale, pour beaucoup, se disent encore révolutionnaires, insurrectionnels. C'est-à-dire que même quand il y a la République, la Troisième République, à partir de 1870, qui est au départ très conservatrice, qui va rester longtemps hostile à la question sociale, eh bien, vous avez des républicains qui se disent « nous sommes républicains d'une certaine manière contre la République existante ». Et donc, s'il n'y a pas la question sociale, s'il n'y a pas toute une série d'interrogations posées, eh bien, nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Et nous avons le droit, d'une certaine manière, à l'insurrection. C'est le droit à l'insurrection, ça vient de la Constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée, mais c'était l'idée selon laquelle, dans la Constitution, eh bien, était inscrit l'idée qu'en dernier recours, si le peuple jugeait les institutions insuffisantes ou illégitimes, il avait le droit de s'insurger. Et c'était le peuple. Le peuple, absolument, à ce moment-là. Voilà, parce qu'évidemment, ce qui change après, c'est que chez un certain nombre de socialistes, et notamment ceux qui vont être les plus distants par rapport à l'idée de République, il va y avoir l'idée qu'il faut avancer plutôt sur l'idée de classe ouvrière, du salariat, et que le peuple, c'est quelque chose d'un petit peu confus, qui ne rend pas suffisamment sa place à la question sociale. Idem pour le mot République, idem pour le clivage gauche-droite. Vous avez toute une sensibilité
qui sera notamment incarné par la Confédération Générale du Travail des débuts. La CGT donc. Hein. Exactement. C'est défendre avant tout la classe ouvrière, les syndicalistes. Le clivage gauche-droite, c'est finalement quelque chose qui convient bien aux républicains de gouvernement. C'est un clivage parlementaire, mais ça ne nous concerne pas. Donc voilà, donc c'est vraiment une ligne de clivage en perpétuelle évolution. Parce que ça renvoie finalement, si on en revient aux origines, le veto du roi, sa capacité à empêcher n'importe quelle décision, être pour ou contre ce veto du roi, ça revient à être favorable ou défavorable à la pleine souveraineté du peuple, à la souveraineté par opposition au roi, mais en termes institutionnels en quelque sorte. Exactement. Et ces termes institutionnels sont en quelque sorte considérés comme un élément mineur dans la tradition marxiste. Oui, dans la tradition marxiste telle qu'elle va, non pas s'imposer, mais va gagner de l'influence à la fin du 19e siècle en France. Beaucoup de marxistes autour de gens comme Jules Guesde, Paul Lafargue, ce qui vont être un peu les grands représentants de cette sensibilité-là, vont se méfier de l'idée selon laquelle la République, la monarchie, la gauche, la droite, ce sont les clivages essentiels. Eux pensent que nous sommes à une nouvelle période de l'histoire où le principal clivage, pour le dire simplement, c'est la lutte des classes. Et qu'à la limite qu'il y ait des bourgeois monarchistes, républicains radicaux, républicains opportunistes, parce qu'il y a évidemment différentes sensibilités du républicanisme, tout ça finalement les importe assez peu et il faut affirmer quelque chose d'autonome, spécifique par rapport à tout cela. Et effectivement, quand à d'autres périodes de l'histoire, que ce soit le Parti communiste, que ce soit Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, quand ces gens abandonnent le clivage gauche-droite, il y a l'idée derrière que tout cela, finalement, ça nous importe relativement peu, que les vrais clivages sont ailleurs. Et après, ce qui est justement intéressant, c'est que vous avez des mouvements entre guillemets de balancier. Encore une fois, là-dessus, Mélenchon est un bon symptôme, si je puis dire. Dans une de ses interventions télévisées, Jean-Luc Mélenchon a même dit, nommément, tout ce qui est socialiste, communiste, on ne peut pas, je paraphrase, on ne peut pas jeter ça par la fenêtre, c'est une histoire, etc. C'est très exactement le type de mot qui ne s'autorisait pas à dire pendant la présidentielle, pour les raisons stratégiques que nous avons évoquées. Alors, il y a plusieurs lectures par rapport à ça. Il y a la lecture un peu trop politicienne qui consisterait à dire que c'est du changement de langage en fonction des circonstances, et voilà, Morel part, donc là, il en rajoute une couche sur le fait que c'est à gauche. Bon, il y a une dimension tactique absolument évidente. Morel part du PS. Part du Parti Socialiste. La gauche du PS se détache. Exactement. Donc là, ça fait sens de reparler un petit peu d'alliance de gauche, de socialiste, puisque là, par exemple, Emmanuel Morel est quelqu'un qui est très attaché à ces référents-là, qu'il le dit explicitement même en sortant. Il ne rejoint pas la France Insoumise pour s'aligner sur le, entre guillemets, le populisme de gauche, mais plutôt dans une perspective de pousser la France Insoumise, c'est ça qui provoque des réactions parfois d'ailleurs difficiles, à quelque chose de plus classique. Lui, il dit, je suis social-démocrate de gauche, un social-démocrate au sens premier du terme. Il se joint à ce pôle-là pour peser, voilà, mais dans une veine qui est celle du PS et beaucoup moins plutôt, celle... oui, ou du coup... de la gauche du PS. C'est un peu des jospiniens, d'une union de la gauche, un peu, à dire, de faire le plus de mesures à gauche possible dans le cadre tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà, ce sont des gens qui ont cette perspective-là, qui le disent d'ailleurs explicitement. Et donc, effectivement, Mélenchon, et pas que Mélenchon tout seul, la France Insoumise avait deux choix par rapport à ça, soit continuer de faire comme si ça n'existait pas, après tout, ça aurait pu être un choix, de dire, écoutez, non, vous êtes exactement ce dont on ne veut pas, ou bien de changer un petit peu de braquet, et de dire, bah oui, effectivement, il faut tenir compte de ces circonstances-là, de cette nouvelle donne, le fait qu'il y a encore, je pense qu'ils avaient en partie sincèrement sous-estimé le fait qu'il y avait des gens qui allaient rester au Parti Socialiste, au Parti Communiste, que ça existe encore, que ça ne pèse plus beaucoup électoralement, mais que ça pèse dans l'univers social de la gauche, voilà, l'univers social et politique. Donc il y a un retour vers cela. Et là aussi, je vous dis, là, dans l'histoire du Parti communiste, même si là souvent c'était sous des contraintes liées à l'Union soviétique et le parti était beaucoup plus gros, on a vraiment des changements de vocabulaire absolument radicaux, encore plus spectaculaires d'une certaine manière, entre rejeter absolument tout ce qui peut se réclamer de la gauche et qui était non communiste, et ce qui peut, comment dirais-je, rappeler le vocabulaire d'union, enfin voilà. Et voilà, je pense qu'il y a à la fois une dimension tactique, une dimension... il y a différentes traditions historiques dans la gauche française, et comme on l'a dit au départ, vu les rapports de force électoraux, au moins pour le moment, la France Insoumise incarne un peu les différentes sensibilités. Donc, on doit tenir compte de ces sensibilités si on veut rester à la place où on est. Dans l'article dont on parlait sur Mélenchon, me posait la question de l'identité politique de la France Insoumise à la fin. Et par exemple, il y a des sujets sur lesquels Mélenchon peut, je vous assure, c'est pas du tout une question, rigoureusement dire le contraire.
de certaines choses. Par exemple, sur l'appareil d'État et la police. Quand il y avait eu l'assassinat de Rémi Fraisse, il avait dit que le ministre de l'Intérieur correspondant, c'était l'assassin de Rémi Fraisse, ce qui quand même peut mériter discussion en termes. Voilà. Donc vraiment une ligne assez hostile à l'État policier, qui est assez classique de la gauche radicale. Et à côté de cela, il est capable d'avoir une ligne extrêmement claire sur les interventions militaires de la France à l'étranger, et sur leur histoire, pas toutes, hein, bien sûr, mais tout de même. Et alors, de soutien. De soutien, bien sûr, absolument. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on se dit, bon, il déraille, ça fait une partie des interprétations. Moi, je pense que plutôt c'est effectivement de s'adresser à des publics différents selon le moment, selon la conjoncture. C'est ça qui rend très difficile la pérennité de l'identité insoumise. C'est qu'elle combine justement ces différentes traditions-là, des vocabulaires parfois très différents, et c'est une sorte de jeu d'équilibre qui est extrêmement complexe à manier. Et vous voyez bien en ce moment, il n'y a pas besoin d'être un grand devin politique pour voir que le rapprochement avec Morel et ce vocabulaire de la gauche qui revient, ça hérisse le poil d'un certain nombre de gens qui avaient poussé à abandonner le référent, l'identifiant gauche, PS, et encore plus PS, c'est pire encore que la gauche le PS, et de ne plus s'adresser du tout à ces gens-là, puisque ce serait retomber dans le vieux monde, une expression dont la France insoumise raffole. Donc voilà, et le problème c'est que le vieux monde, c'est bien, Marx l'avait montré avec la tradition bonapartiste, c'est que la tradition révolutionnaire, c'est qu'on aimerait bien parfois s'en débarrasser, mais la tradition des générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Elle pèse toujours, même si c'est plus la même. L'enjeu, donc, en quelque sorte, c'est de faire recoïncider la gauche et le peuple, et que l'ère du peuple soit l'ère de la gauche. Oui, ce serait effectivement cela, de faire fonctionner ce vocabulaire-là, peut-être davantage que le référent gauche, parce que le référent peuple a cet avantage de pouvoir regrouper différentes classes sociales, etc. Parce que c'est le projet, oui, qui peut là se combiner assez bien avec la tradition jaurésienne et qui peut se combiner assez bien avec toute une autre série de traditions de la gauche, sans nécessairement, si je puis dire, le dire explicitement. Mais là, on voit mal comment on va sortir à court terme du référent gauche dans la France insoumise, puisque là, désormais, c'est historique, n'exagérons pas, mais c'est un changement, puisque là, il s'agit ouvertement de s'allier et d'accueillir un courant issu de la gauche qui se dit de gauche socialiste, républicain, laïque, démocratique. Toute chose dont on ne voulait plus trop entendre parler sur un certain nombre de sujets. Ça renforce même, par exemple, le côté probablement laïque de la France insoumise, que d'aucun critique. Donc il y a quand même là, on rentre de nouveau dans les questions d'alliance. Donc on voit bien, perspective électorale, de gagner une majorité. Mélenchon va être président de la République en 2022, selon le fonctionnement actuel des institutions. Bien sûr qu'il veut les changer, mais c'est tout de même cette perspective-là. Donc, fatalement, la question des alliances se pose. Et donc, alliance à gauche. Parce qu'après tout, certains disaient, Mélenchon, c'est le 5 étoiles. Il va s'allier à n'importe qui. Au nom du peuple, on peut éventuellement s'allier à droite. Voilà. Alors que là, c'est éventuellement identitaire du peuple. Alors qu'on peut lui reprocher certainement plein de choses, mais pas ça. C'est justement au moment où il s'agit d'élargir sa base, de s'ouvrir, tout de suite, il avait fait tout un discours un peu larmoyant là, à l'université d'été de Morel. Il dit oui, mes camarades socialistes m'avaient manqué, etc. Oui. Dimension tactique évidente, mais aussi le fait que voilà, il vient de là quand même. C'est ça. Historiquement, alors que dans d'autres cas, c'est pas forcément la même chose. Donc le peuple reste le peuple de gauche, malgré tout. Absolument, absolument, et ça a été confirmé et conforté. Et dans le peuple de gauche, il y a les organisations entre guillemets traditionnelles, en tout cas qui en sont issus, l'aile gauche du Parti socialiste. Bon, le Parti communiste, c'est compliqué en ce moment, mais il y a toute une série des communistes qui, à la limite, se retrouvent mieux dans une démarche de type Mélenchon, sans nécessairement approuver le personnage, que dans la politique d'alliance classique avec le PS. Donc, si on veut être maire de Lille, par exemple, pour prendre une des villes, bien évidemment, ce sera davantage dans une tradition de gauche socialiste. Je prends Lille parce que c'est une des premières grandes villes qui a été conquise par la gauche, enfin les socialistes, donc attention, en 1896, et qui ne l'est pas resté en continu, mais quasiment. Donc, et alors, dans ce type de problématique, quelles sont la place de la notion de peuple en tant que dépositaire, disons, de la légitimité et voué à s'autogouverner, à défendre ses intérêts, et la place aussi de la notion de nation, qui lui est étroitement connectée, et on retrouve avec l'actualité cette accusation portée contre les populistes, portée contre ceux qui se réclament du peuple et qui en appellent au peuple, d'être nationalistes, en référence au nationalisme qui ont valu la Première Guerre mondiale, par exemple. Moi, je suis tout à fait pour dire qu'il y a une grande différence entre le nationalisme exacerbé, on va dire,
plutôt à droite de l'échiquier politique, et une forme de patriotisme de gauche qui a des sources historiques. Jaurès est par exemple une incarnation de cela, c'est quelqu'un qui est profondément patriote, c'est quelqu'un qui vient du républicanisme même assez modéré au départ, qui conserve l'idée qu'il faut défendre la nation dans certaines circonstances, qui considère que la nation française ce n'est pas rien, qu'elle a des racines historiques, et que ce patriotisme-là est tout à fait différent du bellicisme des forces du temps de Jaurès. Donc là aussi, il n'y a pas, à mon avis, de nouveaux débats à avoir. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas plus débattre, mais si vous prenez l'exemple, moi, tout le monde ne sera pas d'accord avec cela, mais si le discours du Parti communiste français au moment du Front populaire de Maurice Thorez, bon, si vous faites lire ça à des gens en enlevant les sous-titres, le nom de l'auteur, que c'est Thorez et tout, ils vont vous dire c'est horrible, c'est du nationalisme pur. Mais sauf que si vous prenez tout le discours, on peut trouver que le tournant patriotique du PSF a bien des inconvénients, mais l'idée était quand même d'inscrire dans une perspective sociale, enfin, de l'inscrire dans la dynamique nationale. Et de ce point de vue-là, c'est assez proche, c'est dans une forme de continuité de Jaurès. Après, on peut discuter de la pertinence dans tel ou tel contexte d'avoir fait cela. Après la Seconde Guerre mondiale, le PSF est extrêmement patriotique, voire parfois chauvin sur certains aspects. Là aussi, il faut remettre dans le contexte, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas non plus faire abstraction de ça, sinon on sort les discours de leur contexte. Mais pour moi, ce que incarne Mélenchon en termes de rapport au peuple et à la nation, c'est une sorte de néo-thorésisme, pour parler de gauche, qui n'est pas la même chose que le nationalisme de droite. Quand bien même, si vous prenez des mots, bah oui, ils défendent la patrie, ils défendent le pays, mais enfin, on ne peut pas faire... On peut, avec une grille d'un certain marxisme orthodoxe, moi j'appelle ça l'internationalisme absolu, c'est-à-dire que toute personne qui considère que la discussion autour de la nation et des frontières, c'est déjà se mettre dans une impasse politique, auquel cas c'est une cohérence de mettre tout le monde dans le même sac, mais si on est un minimum attentif au processus historique, à la façon dont les lois sociales se sont inscrites à un moment donné dans tel ou tel pays, notamment en France, on ne peut pas dire que le contenu de la défense d'un patriotisme de gauche, c'est la même chose que le nationalisme pur et simple. Sinon, on simplifie à outrance les choses. Après, ça ne veut pas dire que sur des questions aussi importantes que les migrations, questions européennes, tout peut être justifié au nom de cela, hein, parce que typiquement, vous aviez des mots d'ordre entre guillemets pro-européens au début du XXe siècle. On va me dire que ce n'est pas dans le même contexte, je sais bien, mais les États-Unis socialistes d'Europe ont été longtemps, ça ferait hurler beaucoup de gens aujourd'hui, mais ont été une perspective longtemps discutée, parce qu'on pouvait garder un attachement, si je puis dire, à une nation, à une patrie, un certain nombre, entre guillemets, de racines, et avoir en perspective l'idée que malgré tout, un certain nombre de frontières, à terme, ne pourront pas durer, ne serait-ce que par le développement du capitalisme. C'est ça aussi, c'est où est-ce qu'on place le curseur. C'est est-ce qu'on raisonne un minimum en termes de classe, est-ce qu'on considère qu'il y a des bourgeoisies nationales, y a-t-il une bourgeoisie européenne avec des intérêts communs? Quel cas, voilà, le raisonnement ne peut pas être le même. Y a-t-il un peuple européen, tout simplement? Exactement. Ça, c'était le grand rêve quand même, au 19e, des socialistes. Fondamentalement, ils auraient préféré, alors l'histoire ne s'écrit pas, ne se déroule pas forcément comme on la souhaite, ni comme on la prévoit, mais ces rêves-là internationalistes, et souvent européens au départ, parce que c'est là où le mouvement ouvrier était né, c'est là où il y avait des grands pays industrialisés, ces choses-là étaient quand même installées, discutées au début du XXe siècle, et on les retrouve dans les débats aujourd'hui. Hein. C'est vrai que, d'une certaine manière, il y a autant de légitimité historique à être très national, patriote et hostile à l'Union européenne, qu'à y être favorable, parce que si vous regardez les généalogies... Dans une tradition de gauche. Dans une tradition de gauche, sincèrement, les deux existent. Après, on a le droit d'avoir une opinion sur cela, mais on ne peut pas dire que l'une ou l'autre option n'ait jamais été explorée et n'ont rien à voir avec les traditions socialistes et communistes. C'est factuellement, entre guillemets, faux. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'idée européenne au 19e et au début du 20e siècle, puisqu'elle existe déjà à cette époque-là? Absolument. Bon, quand on parle de l'idée européenne au 19e siècle, on pense plus à des figures qui n'ont pas été socialistes, mais comme Victor Hugo. Bon, il y a toute une série de réflexions autour de cela. Pour ce qui concerne les socialistes, bon, ce n'est pas en tant que tel la construction européenne qui les fascine et qui les intéresse, mais c'est vrai que le pari historique initial du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels est clairement un affranchissement des frontières nationales, un dépassement des frontières nationales. Bon, Marx et Engels sont très jeunes lorsqu'ils écrivent cela, ils sont très enthousiastes d'une certaine manière de ce que la bourgeoisie a fait avec l'industrialisation, avec ce monde qui est en train d'être désenclavé, hein, il faut se remettre dans le contexte, imaginez ce que c'est. Et il y aura toujours, dans le marxisme, dans la tradition socialiste, une tradition qui considérera que toute défense des frontières nationales
est un danger ou, entre guillemets, réactionnaire, puisque finalement, même si le capitalisme fait le travail à notre place, ce n'est pas plus mal parce que nous avons tout intérêt à prôner le dépassement des frontières nationales, parce que si on ne dépasse pas les frontières nationales, eh bien on va renforcer les nationalismes dans les différents pays. Marx et Engels ont, à certains moments donnés, pensé cela, à d'autres, moins, parce qu'eux ont été confrontés à un problème très important, fondamental pour l'époque, qui était l'unité de l'Allemagne, qui n'était pas un pays unifié avant 1871. Et là, par exemple au moment de la guerre franco-prussienne, au départ, ils prennent parti pour l'Allemagne contre la France, non pas par nationalisme, mais parce qu'ils font le pari que, vu le développement du mouvement ouvrier en Allemagne, qui est plus fort qu'en France, et vu la nécessité absolue que l'Allemagne soit unifiée pour pouvoir faire une organisation politique structurée, hiérarchisée, fonctionnant au niveau national, eh bien, l'Allemagne doit être unifiée. Donc c'est quelque chose de stratégique finalement. Voilà, exactement. Voire tactique. Alors, bon, il y a un débat sur est-ce que c'est purement conjoncturel ou bien est-ce que la question de l'unité nationale passe devant à certains moments. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas écrit de texte définitif sur ce sujet, Marx et Engels, et qu'ensuite, la tradition socialiste en hérite. Pour répondre précisément à votre question, à la toute fin du 19e siècle, vous avez des débats dans la social-démocratie allemande, qui est le premier parti socialiste du monde à l'époque, sur faut-il une langue commune à tous les peuples, pour faciliter la discussion, même dans les congrès internationaux, parce qu'ils mobilisent des traducteurs, c'est très compliqué, il y a le français, l'anglais et l'allemand. Donc il y a eu tout un mouvement, l'espéranto, c'est très connu, bon évidemment ça a perdu de sa superbe, mais même Lénine ensuite a un peu rêvé à l'idée qu'on pouvait avoir une langue qui permette à tout le monde de parler. Le même langage pour simplifier les rapports entre ouvriers de différents pays. C'est un projet socialiste au départ, l'espéranto? Non, pas directement, mais par contre, ça les intéresse en tant que projet susceptible d'avoir une déclinaison socialiste. Et l'autre point qui est important sur la question européenne, c'est que cette tradition socialiste-là, au départ, pense vraiment que la révolution, le changement social et politique, va avoir lieu en Europe, parce que, voilà, il y a une sainte trinité, si je puis dire, qui est laïcisée bien sûr, avec la Grande-Bretagne qui est le pays de l'industrialisation, la France qui est le pays des révolutions, et l'Allemagne qui est le pays de la philosophie et de la théorie. Et que ces trois pays-là, stratégiquement, et sur le fond en fait, vont mener le monde, si je puis dire. D'où l'idée de les unifier, la nécessité d'unifier. D'où l'idée voilà, que le socialisme soit le produit de ces trois pays-là. Et donc c'est quand même en Europe que tout cela se passe dans un premier temps, bien qu'il y ait déjà des intuitions sur la question coloniale, mais enfin c'est quand même pas leur priorité absolue au départ. Et donc il y a des débats qui vont aboutir à la question, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les premiers congrès de l'Internationale communiste, après la Révolution russe de 1917, sur les États-Unis socialistes d'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas faire, ce que les Américains ont réussi à faire et bien consolider finalement après la guerre de sécession, des États-Unis, au sens strict, en Europe, avec des États qui conserveraient des prérogatives particulières. Et ça, c'est une fédération. Une sorte de fédération. Et ça, c'est dans les années 20. Dès la fin du 19e siècle, puis dans les années 1920, le débat rebondit, si je puis dire, avec la révolution bolchevique. Cette formule États-Unis d'Europe, elle apparaît à la fin du 19e siècle. Oui, oui, absolument. Elle est employée par quelqu'un qui est très connu à ce moment-là, beaucoup plus connu que Jean-Jacques, qui est Karl Kautsky, qui est le principal théoricien de la social-démocratie allemande. Et toutes ces questions-là sont discutées sans avoir de programme définitif. On se pose la question de faut-il une langue commune, si oui, laquelle? Faut-il dépasser les frontières, auquel cas qu'est-ce qui va se substituer politiquement au dépassement des frontières? Et vous avez ensuite toutes les variantes. Vous avez l'internationalisme, entre guillemets, absolu, qui prône la révolution par-delà les frontières, et l'idée qu'il ne faut pas se référer à une nationalité, ou le moins possible, sinon c'est mettre tout de suite le doigt dans l'engrenage. Vous avez les héritiers de ça, qui sont l'extrême gauche, plutôt de sensibilité trotskiste, en tout cas une partie d'entre eux. Et vous avez déjà, à cette époque-là, l'idée qui vient en fait en Allemagne du philosophe Fichte, qui est l'État commercial fermé, un texte qui a été écrit à la fin du XVIIIe, qui influence beaucoup de penseurs en Allemagne, et qui a une déclinaison socialiste qui consiste à dire, qui est une petite question, c'est de poser si nous avons le pouvoir dans un seul pays, nous les socialistes, est-ce qu'il est possible de construire un État socialiste dans un cadre national? Et cette question-là est posée très tôt. Là aussi, elle aura évidemment des rebondissements à la fois beaucoup plus concrets et plus tragiques dans le cas de l'Union soviétique, après la révolution bolchevique, mais c'est un débat qui existe et qui est présent, et vous avez toute une palette de gens, de positions importantes, sans qu'on puisse réellement dire que la question européenne soit tranchée. Mais ce qui est très symptomatique, c'est qu'elle n'est toujours pas tranchée jusqu'à nos jours dans les gauches, et à chaque fois qu'elle s'est posée concrètement, elle a été débattue, parfois de façon extrêmement virulente. Donc c'est fondamentalement une idée d'une unification européenne
qui est indexée, étroitement dépendante à la question socialiste. La question socialiste, à la question révolutionnaire. À la question de l'égalité sociale. Complètement. À la question sociale. Complètement, c'est ça. On dirait, alors évidemment ça fait très vocabulaire européen, est-ce qu'il est possible de faire une harmonisation socialiste à l'échelle européenne? Et ça, cette question-là est posée. Évidemment, je l'ai dit, hein, il y a des positions différentes, mais en gros, quand même, l'évolution, c'est plutôt... on a des grands projets européens qui sont régulièrement discutés, et à chaque fois, on rebute, si je puis dire, et je ne dis pas ça pour coller l'actualité, hein, c'est réel, on rebute sur la question de la nation et des frontières, parce que ça pose toute une série de problèmes. Il est question des travailleurs immigrés dès cette époque-là, dès la fin du 19e, il est question de doit-on limiter les migrations ou l'immigration, toutes ces questions-là sont déjà présentes. Elles n'ont pas le caractère aussi parfois conflictuel qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, parce qu'à la fin du 19e, très peu de socialistes ont participé au pouvoir ou sont au pouvoir, donc des débats encore assez théoriques, mais c'est toujours une question qui se pose, crûment. Et alors en tant qu'historien, quel regard est-ce que vous portez sur la conjoncture générale, disons, de ces 10-15 dernières années concernant les gauches européennes? Cette conjoncture justement d'un retour au peuple qui a été marquée tout particulièrement par l'essor de Podemos, qui est une des grandes références quand Mélenchon écrit son Air du peuple en 2016 pour marquer le grand tournant, hein, pour laisser un peu de côté le signifiant gauche pour aller du côté du signifiant peuple. Il a évidemment en tête ce qui s'est passé avec Podemos. Il y a la version italienne, bien sûr, hein, très différente, avec le Movimento Cinque Stelle et le mouvement 5 étoiles, qui est au pouvoir aujourd'hui et qui gouverne avec l'extrême droite. Quel est votre regard d'un point de vue d'historien des traditions, si de ce point de vue-là? Si on parle des 15 dernières années, il y a une évolution quand même récente, celle que vous venez de décrire, mais il y avait eu, parce que je regarde ça effectivement précisément depuis 10-15 ans, l'émergence d'une sorte de, on appelait ça une gauche radicale, on en avait pas mal parlé avec Philippe Marlière et Louis Weber, on avait fait un ouvrage de synthèse là-dessus sur les gauches radicales en Europe, on essayait de comprendre les racines historiques des recompositions actuelles. C'est sorti il y a 4-5 ans, mais qu'importe. Et c'était très différent selon les pays. Vous avez des pays où, par exemple, les anciens partis communistes dans la gauche radicale jouaient un rôle important, des pays où c'était plutôt l'extrême gauche, soit issue du maoïsme ou du trotskisme. Donc on essaie de regarder un petit peu tout ça et comment ça fonctionnait. Et ce qui est vrai, c'est qu'au bout de cette chaîne-là, là où des mouvements de masse ont véritablement émergé, ça a été souvent ce que vous venez de dire, des mouvements de masse qui sont plutôt inspirés par Laclos, Mouffe, on a beaucoup parlé de ces théoriciens-là, qui ont beaucoup influencé l'Amérique latine, du populisme de gauche, hein, absolument. Ouais, eux-mêmes, en fait, inspirés par une forme de référence marxiste, puisque venant de Gramsci, c'est-à-dire une sorte de marxisme moins la lutte de classe classique, mais en reprenant un certain nombre de thèmes sur la bataille pour l'hégémonie, en opposant le bas et le haut. Bon, alors certains vont dire que c'est complètement sorti du marxisme, en tout cas, ce débat vient de là. Mais qu'importe, pour répondre à votre question sur l'évolution récente, ce qui me paraît très significatif dans le cas de Podemos, c'est qu'effectivement, c'est un mouvement, si je puis dire contrairement à la France insoumise, qui est plutôt né des mouvements sociaux, plutôt né des mobilisations, alors que la France insoumise est plutôt née, oui, en quelque sorte, de la gauche, du cœur, d'une fraction du PS, avec des gens du PC qui ont un peu suivi, etc. Ouais. Donc ça, c'est plus un fonctionnement... Et puis même du NPA à un moment donné. Voilà, exactement. Mais enfin, absolument. Au départ, il y a la scission de 2008 au PS, la fondation du parti de gauche, puis... Enfin, des étapes, il y a quand même une généalogie partidaire en quelque sorte, voilà, c'est ça. Très nette, qu'il n'y a pas avec Podemos, c'est à l'extérieur. Qui se réclame dès le départ ni droite ni gauche d'une certaine façon. C'est ça, et d'une certaine manière, parce qu'il y a le cas de Syriza, on parle moins, parce qu'évidemment ça se termine plus mal, et c'est les seuls à être au pouvoir, donc puis c'est vrai que c'est dans un pays, dans une situation terrible. Bon, là on ne va pas porter de jugement particulier sur ce qu'ils font au moment T, mais là Syriza c'était plus une recomposition relativement classique, avec des gens issus de l'eurocommunisme, des mouvements... on va dire, qui étaient favorables à l'Europe au sein des partis communistes et qui ont joué ce rôle-là. Podemos, c'était vraiment issu des mouvements sociaux. Et Podemos avait cette particularité-là d'être, je puis dire, génétiquement extérieur aux traditions de gauche, puisque ce n'était pas un bout d'un parti ou très marginalement. Mais ce qui est quand même significatif, et c'est là où ça me fait penser, moi, parfois, à d'autres épisodes du type Memgued, qui a une origine totalement extérieure à ça, puis finalement en vient à des alliances. C'est que là, il y a quelques jours, Podemos a signé un programme de gouvernement avec le Parti socialiste ouvrier espagnol sur un certain nombre de mesures sociales. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer de conclusion par rapport à ça? C'est que pour le moment, ces mouvements-là, de type Podemos, ou de type, pour ceux qui se situent dans la perspective de gauche, ce qui n'est évidemment pas le cas de Mouvement 5 étoiles,
au-delà de leur spécificité, la naissance est évidemment issue des mouvements sociaux encore une fois, eh bien finalement, pour le moment, quand il s'agit de passer à l'action politique au niveau du pouvoir d'État, c'est ça qui, en dernière instance, quand même les intéresse, même s'il y a des mouvements par en bas, des contre-tendances, tout ce qu'on veut, eh bien, ils en arrivent pour le moment à rester relativement dans un cadre parlementaire, en signant des programmes avec un parti classique qui est le Parti socialiste ouvrier espagnol. Alors ça peut se passer de façon différente dans d'autres pays, mais ça montre une chose, c'est pas du tout un acte d'accusation que je fais, je pense qu'en plus ce qu'ils font est tout à fait honorable, en plus ils gèrent des municipalités, des grandes municipalités, ce qui n'est pas le cas du tout pour l'instant de la France insoumise en France, donc il y a certainement des choses très intéressantes, mais ce qui est vrai pour votre question générale sur la caractérisation de la gauche radicale, c'est que pendant, on va dire, 70 ans, vous aviez eu des mouvements de gauche contestataires qui avaient un référent, soit réformiste, soit révolutionnaire, socialiste, communiste, puis vous aviez des multiples dissidences. Mais on était dans le siècle comme de la révolution russe et du modèle révolutionnaire qui soit suscitait l'effroi, la peur ou l'enthousiasme. Ce qui est marquant avec ces gauches radicales, quand vous faites un tableau comparatif en Europe, ce que vous aviez un peu esquissé dans votre question, c'est que les destinées sont extrêmement différentes et que pour le moment, il n'y a pas de véritable alternative au fait de faire un très bon score aux élections, de s'allier avec ceux qui restent des forces de gauche autour d'un programme écrit, et voilà, et d'essayer de gagner. Moi, ce que j'avais essayé de montrer dans l'article sur Mélenchon, c'est que Mélenchon, c'est là, parce que parfois, évidemment, certains le traitent de gauchiste, c'est pas du tout un gauchiste, c'est quelqu'un qui a toujours dit, alors ça c'est une ligne constante depuis qu'il est au Parti Socialiste, c'est la révolution par les urnes, quand même. Il veut gagner les élections, c'est un processus majoritaire. Et ça, c'est une inscription dans la politique relativement classique. Et Podemos, malgré son aspect nouveau, est là aussi dans une perspective finalement de peser le plus possible électoralement, encore une fois avec une dynamique de mobilisation populaire derrière, je ne dénie absolument pas, mais ils sont toujours un petit peu coincés au moment le plus important, qui est le pouvoir, et comment faire pour changer réellement les choses. Je ne dis pas que la solution est simple à trouver, mais ce qui me marque, moi, parce que votre question était comme historien, c'est qu'il y avait des modèles alternatifs, bon, moi je vous passe avec Cuba, la Chine, enfin tout à une époque, tout ça fonctionnait, ça n'a pas forcément donné des résultats extraordinaires, de toute manière, mais depuis la chute du mur de Berlin, et donc là, presque 30 ans, et les 15 dernières années qui ont un peu revu une poussée d'une certaine gauche radicale, le dénominateur commun, c'est finalement assez inventif au niveau intellectuel, si c'est une gauche, une floraison de multiples courants, etc. Mais au moment où, entre guillemets, ce qui intéresse le plus, si je puis dire, c'est de changer les choses par le pouvoir d'État, on en est au diptyque Parlement, élection, majorité. Voilà. Mais ça, c'est la question des alliances. La question de l'inspiration de fond. Vous avez fait une distinction avec le mouvement 5 étoiles d'Italie, qu'il est plus difficile de rattacher clairement à la gauche, surtout étant donné son nation actuelle où il gouverne clairement avec l'extrême droite. Mais dans le cas de Podemos, l'inspiration vient aussi d'Amérique latine. Absolument. Me semble-t-il. Et ça, c'est un élément exogène, d'une certaine façon. Complètement. Qui est tout à fait intéressant à examiner, dans la mesure où il inspire aussi beaucoup France Insoumise, même si la généalogie de France Insoumise est partidaire, beaucoup plus que celle de Podemos. Oui, et je pense que ce qui fonctionne le mieux pour comprendre quand même la généalogie de la France Insoumise et les gens qui s'en réclament et qui se retrouvent, je pense que c'est davantage l'inscription dans les dynamiques nationale, ancienne, ce dont on a parlé, le torésisme à une époque, le fait aussi, on ne l'a pas dit, mais enfin tout de même c'est un pays où il y a eu beaucoup de révolutions et beaucoup de grèves, beaucoup de mouvements sociaux, tout ça se retrouve là-dedans. L'Amérique latine, ça a été évidemment très important dans le discours de Mélenchon à une époque, c'est encore plus important pour des raisons historiques évidentes dans le cas de Podemos. Je ne sais pas si ça l'est toujours autant dans les tout derniers temps, là je n'ai pas encore eu le temps de regarder en détail, mais il faut voir qu'en plus, c'est intéressant que vous citiez l'Amérique latine, parce que là aussi il y a eu des processus intéressants à l'œuvre, ces 10-15 dernières années, avec une vague de gauche qui était assez impressionnante par rapport à ce qu'avait connu ce continent. Et récemment, les gouvernements de gauche, un à un, ont été battus électoralement, quasiment tous. Enfin bon, et ceux qui y restent sont dans des circonstances parfois extrêmement complexes. Donc là aussi, moi, ce qui me marque dans tout cela, bien sûr, ce sont des choses qui ont pu fonctionner, qui ont été opérantes, mais sur un temps quand même relativement court, et qui ne sont pas trop sortis des schémas classiques d'alliance, de système électoral, etc. Encore une fois, c'est vraiment pas pour tirer à boulet rouge là-dessus, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Lula, par exemple, on voit bien que même les enjeux qu'il peut y avoir à être, même juste à gagner les élections, à faire quelques mesures sociales, on voit le niveau de revanche qu'il peut y avoir après, à son égard. Après, bien sûr, après coup. Mais ce qui me paraît comme significatif, c'est qu'il n'y a quand même pas eu
ces 20 dernières années, un référent, un nouveau modèle, ce que l'on a pensé à une époque avec l'Amérique latine, hein, même le Venezuela, tout le monde en parlait, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Ces expériences-là ont duré relativement peu de temps et n'ont pas été aussi internationalisables, si je puis dire, que d'autres à d'autres époques. Et ça, est-ce qu'il faut ça nécessairement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un pays qui serve de phare, de modèle à un moment donné? Je ne sais pas si ça marche à chaque fois, mais enfin, historiquement, c'est quand même ça qui souvent a permis de déterminer des choses. Alors Jean Dumas-Ducange, comme on le fait toujours à la grande H, je vais vous demander, si vous voulez bien, de présenter un livre, dans quelques domaines que ce soit, qui a eu une influence, qui a été important pour vous, qui a été important pour votre parcours intellectuel, pour votre parcours d'historien. Un ouvrage qui a été important pour moi, c'est L'ère des révolutions d'Eric Hobsbawm, qui est un ouvrage de synthèse de 1962, si je ne dis pas de bêtises, qui s'inscrit dans une trilogie, voire une tétralogie si on intègre son dernier volume sur le XXe siècle. Donc cet ouvrage d'Hobsbawm, ça traite de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'en 1848, donc la première partie des révolutions, de la Révolution américaine, Révolution française, jusqu'aux révolutions de 48. Et il essaye de comprendre ces révolutions politiques en lien avec l'évolution économique et sociale, tout simplement, avec la grande révolution industrielle en Grande-Bretagne. Et ce qui est vraiment marquant, je trouve, c'est que ce qui m'a beaucoup inspiré, bon, à la fois je l'avais lu à la fin de la licence, et puis ensuite je l'ai relu quand j'étais plus confirmé, c'est qu'il est très précis sur les processus révolutionnaires en interne. Il essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé, même les lignes de clivage entre révolutionnaires, et ne perd pas de vue en même temps d'essayer de comprendre les traditions révolutionnaires sur le long terme, sur la longue durée dans les différents pays. Dans la continuité de ça, il avait fait un bel ouvrage avec Terence Ranger, qui est L'invention de la tradition. Hobsbawm, bien après, une vingtaine d'années après, si je me souviens bien, qui est un peu dans la même logique. Voilà. Qu'est-ce qu'une tradition révolutionnaire, mais sous toutes ces déclinaisons et comment tout ça fonctionne auprès de la population. Voilà, c'est ça qui me revient souvent quand je travaille sur ces processus sur le long terme, tout en essayant de garder parfois de se focaliser vraiment sur des cas vraiment très précis, mais qui nous disent beaucoup de choses aussi. Hobsbawm, c'est un historien très important et en même temps un historien très engagé. Autour d'Hobsbawm, il y a eu une controverse politique assez intéressante pour l'histoire du champ français, pour l'histoire des élites intellectuelles et politiques françaises dans les années 90, si je ne me trompe pas, puisque dans la série des synthèses d'Hobsbawm dont vous avez parlé avec celle de 1962, L'ère des révolutions, il y a eu d'autres ouvrages qui ont suivi, et il y en a un qui n'a pas été traduit au départ, c'est bien ça? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, c'est l'occasion, sur cette controverse qui est assez symptomatique du champ français aujourd'hui? Oui, alors on parle de l'ouvrage Le court XXe siècle d'Eric Hobsbawm. Donc pourquoi ce court XXe siècle? C'est parce qu'il fait commencer le XXe siècle avec la Première Guerre mondiale. Et il fait terminer le XXe siècle avec la chute de l'Union soviétique, donc en 1991. Donc c'est la suite de l'ère des révolutions, finalement. Tout à fait, absolument. L'ère des révolutions, l'ère du capital, l'ère des empires, et puis donc ce court XXe siècle. Le quatrième. Voilà, alors c'est un ouvrage qui désormais est considéré comme un classique, qui est une référence, que plus grand monde, si je puis dire, n'ose entre guillemets trop critiquer, même si on peut le critiquer par certains aspects. Mais initialement, en effet, vous avez raison, les maisons d'édition françaises l'avaient fort mal reçu, et avait tout fait pour qu'il ne sorte pas, parce que justement, c'est un ouvrage quand même largement d'inspiration marxiste, qui défendait des thèses, plusieurs thèses. Alors il y en a notamment une forte qui est de dire que finalement, si le monde occidental a été obligé de se réformer dans un sens plutôt social, de concéder des acquis sociaux, et que ça a quand même bénéficié à beaucoup de gens, c'est parce qu'il y avait le bloc de l'Est, l'Union soviétique, et quoi qu'on pense du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, eh bien, entre guillemets, l'Union soviétique a eu cette fonction historique un peu particulière, qui est de sauver le capitalisme, mais le capitalisme, pour se sauver, a dû beaucoup quand même céder. La simple existence de l'Union soviétique, quoi qu'on en pense par ailleurs, voilà, c'est ça. Constituait une menace. C'était une alternative. Qui a contraint les classes dirigeantes à céder, et qui ont amélioré le bien-être, entre guillemets, des classes populaires occidentales. Donc évidemment, ce n'est pas exactement, ça c'est les années 90, donc c'est pas le schéma interprétatif dominant chez un certain nombre d'historiens français qui voient ça d'un très mauvais œil et qui, sont opposés à sa publication. Et qui ont carrément essayé d'empêcher l'ouvrage de paraître. D'empêcher l'ouvrage de paraître. Bon, c'est comme dans une démocratie pluraliste, donc il a fini par paraître donc aux éditions Complexes. Mais en Belgique. En Belgique. Et avec une souscription populaire, si je me souviens bien. Oui, absolument, ça je me souviens plus des détails. Organisée par le monde diplomatique. Exactement, puisque Complexe était lié au monde diplomatique à ce moment-là. Il y a eu un petit scandale, disons, au moment où on peut le dire clairement, Gallimard et Pierre Nora, qui avaient déjà publié des ouvrages d'Hobsbawm, se refusent à publier celui-là, en disant que ça n'intéresse pas le public. Exactement. Alors que c'est pour des raisons idéologiques. Moyennant quoi, une fois publié, l'ouvrage a été un best-seller. Tout à fait. Hobsbawm n'était pas un pestiféré du monde éditorial français. Il avait été traduit. Alors, il a eu plusieurs difficultés.
parce qu'il n'avait jamais été traduit, ou très à la marge quelques articles, par les éditions du PCF non plus. Il n'était pas très bien vu par la tradition communiste française, et pour de toute autre raison, il était effectivement mal vu par un certain nombre de grands éditeurs français. Mais finalement, une fois le cours 21e siècle sorti, il y a eu une sorte de mini-scandale parce qu'effectivement, ça a été littéralement un best-seller et c'est considéré comme un ouvrage de référence, alors qui donne l'objet, il y a des critiques de gauche, de droite, si je puis dire, de différents types. Ah, c'est pas parole d'évangile, mais c'est un livre... C'est une forte thèse qui mérite d'être discutée. C'est très gros, très documenté et qui voilà, alimente le débat vraiment là, dans le bon sens du terme. Mais voilà, ça dit beaucoup de choses effectivement sur le contexte intellectuel français, qui était un des pays où le Parti communiste a été le plus fort, où le pro-soviétisme a été extrêmement puissant aussi. Bon, le retournement de tout cela a fait qu'un Britannique qui a toujours été marxiste mais plutôt hétérodoxe, dont la réputation internationale n'est pas à démontrer, hein. Vous allez dans le monde anglophone, Eric Hobsbawm, je sais pas, c'est vraiment une case dans les librairies, hein. C'est comme telle ou telle période. Donc voilà. En France, c'est pas tout à fait ça, mais c'était quelqu'un qui a été reconnu et effectivement, ça dit bien quelque chose du contexte de ce moment-là. Merci beaucoup, Jean-Dumas Ducange, d'avoir éclairé finalement la situation politique actuelle à la lumière de la tradition longue de la gauche en France. Merci.